C'est ton frère, l'intelligent. Tu es faite pour soutenir, pas pour diriger. Les mots de mon père tranchaient l'élégante salle de conférence comme une lame, chaque syllabe conçue pour me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. Je suis restée assise, sidérée, tandis qu'il poursuivait son annonce devant les membres du conseil d'administration et la famille réunie. Nicolas reprendra la direction du groupe aîné et héritera du fonds en fiducie de 47 millions d'euros que ma mère a créé. Je m'appelle Juliette Dubois et j'ai 32 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans l'ombre de mon jeune frère. Tandis que Nicolas recevait des éloges pour chaque réussite médiocre, on attendait de moi que je sourie, que je soutienne et que je garde le silence. Mais ce moment semblait différent. Ce n'était pas juste un autre dîner de famille où papa couvrait d'attention son enfant chéri. C'était mon avenir tout entier que l'on donnait à un autre. La salle aux murs lambrissés d'acajou devint silencieuse, à l'exception du doux grattement de la plume du sténographe judiciaire. Nicolas se redressa sur sa chaise, un sourire suffisant se dessinant sur son visage alors qu'il acceptait les félicitations des membres du conseil. À 29 ans, il avait toujours été le favori de papa, l'héritier présomptif qui ne pouvait commettre aucune erreur aux yeux de Richard Dubois. Je le regardais serrer la main de notre père, tous deux rayonnants de satisfaction. Juliette continuera dans son rôle de soutien actuel, ajouta papa, jetant à peine un regard dans ma direction. Elle a toujours été douée pour les détails, le travail en coulisses. C'est là qu'est sa place. Je me forçais à applaudir poliment, le son résonnant creux à mes oreilles. Autour de la table, les membres du conseil hochaient la tête d'un air approbateur, comme si cette issue avait été inévitable. Certains évitaient totalement mon regard, tandis que d'autres m'offraient des sourires compatissants qui ne faisaient qu'aggraver l'humiliation. Mais quelque chose vacilla au fond de la pièce, un mouvement qui attira mon attention juste un instant avant que je ne me reconcentre sur la célébration familiale qui se déroulait devant moi. Nicolas discutait déjà de sa vision pour l'entreprise, sa voix emplie de la confiance de celui qui n'a jamais eu à faire ses preuves. « Je prévois d'étendre nos opérations de manière significative », déclara-t-il en faisant de grands gestes. « Nous devons voir plus grand, prendre plus de risques. » Je me mordis la langue, me remémorant les innombrables fois où ça, prise de risque, nous avait presque coûté des contrats majeurs. Mais le souligner maintenant ne ferait que confirmer l'évaluation de papa, me qualifiant d'assistante soucieuse des détails plutôt que de dirigeante visionnaire. Alors, je suis restée assise, les mains croisées sur mes genoux, à regarder mon frère accepter un héritage qui aurait dû être mérité plutôt que simplement donné. Le pressentiment sinistre dans ma poitrine me disait que ce moment définirait tout ce qui allait suivre, bien que je n'ai aucune idée à quel point l'après-midi était sur le point de changer radicalement. Grandir dans la maison des Dubois signifiait apprendre très tôt que les opinions n'avaient pas toutes la même valeur. Papa, Richard Dubois, avait transformé le groupe aîné d'un petit cabinet de conseil en une puissance régionale, et il dirigeait à la fois l'entreprise et notre famille avec la même poigne de fer. Ma mère, Patricia, était décédée quand j'avais 15 ans, laissant papa nous élever, Nicolas et moi, selon ses croyances rigides sur les rôles de genre et la hiérarchie familiale. Nicolas a l'instinct naturel des affaires, disait papa à quiconque voulait l'entendre. Il pense comme un entrepreneur. Juliette est méthodique, prudente parfaite pour les rôles de soutien. Peu importait que j'aie été diplômé avec la plus haute distinction d'une école de commerce alors que Nicolas avait à peine obtenu la moyenne. Peu importait que j'ai passé les 8 dernières années à gravir les échelons dans chaque département de notre entreprise, apprenant le métier de A à Z. Ce qui importait, c'est que Nicolas était le fils, l'élu, et que j'étais juste la fille qui se trouvait être douée avec les tableurs. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant que Nicolas assistait à des événements de réseautage et jouait au golf avec des clients potentiels, c'était moi qui faisais vraiment tourner l'entreprise. J'examinais chaque contrat majeur, je décelais les erreurs comptables qui auraient pu nous coûter des millions et je réglais discrètement les problèmes que la pensée visionnaire de Nicolas créait. Quand le groupe Martin a failli retirer son compte parce que Nicolas avait promis des délais impossibles, c'est moi qui ai travaillé pendant 3 week-ends pour sauver la relation. Quand son expansion agressive sur le marché de Marseille a commencé à perdre de l'argent à flot, j'ai élaboré le plan de restructuration qui l'a rendu rentable. Mais papa ne voyait rien de tout cela. Il voyait le charisme de Nicolas, sa capacité à captiver une salle, sa volonté de prendre des décisions audacieuses sans s'enliser dans des détails inutiles. Ce que papa ne reconnaissait pas, c'est que ces détails faisaient souvent la différence entre le succès et la catastrophe. Grand-mère Éléonore avait été différente. Même avant sa mort il y a 6 mois, elle avait posé des questions pertinentes sur l'entreprise, voulant comprendre non seulement la vision mais aussi l'exécution.
Elle me coinçait lors des dîners de famille, m'interrogeant sur des projets spécifiques et écoutant attentivement mes explications sur les défis que nous rencontrions. Contrairement à papa, elle semblait sincèrement intéressée par mon point de vue. « Tu as l'esprit des affaires de ta grand-mère », m'avait-elle dit lors de notre dernière conversation. C'est elle qui a bâti les fondations sur lesquelles ton père a développé l'entreprise. N'oublie jamais ça, Juliette. Je pensais à ces mots maintenant, alors que Nicolas continuait d'exposer ses plans pour l'entreprise. Ses idées étaient audacieuses, certes, mais elles manquaient de l'analyse minutieuse qui avait fait le succès du groupe aîné. Il parlait de doubler nos effectifs en 2 ans, de s'étendre sur 3 nouveaux marchés simultanément et d'investir massivement dans une technologie qu'il ne comprenait manifestement pas. Les membres du conseil hochaient la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de certains. C'étaient des gens intelligents qui comprenaient les affaires, et ils entendaient les mêmes sonnettes d'alarme qui résonnaient dans ma tête. Mais aucun d'entre eux n'oserait défier l'héritier désigné, surtout pas devant son père. Une légère agitation au fond de la salle attira de nouveau mon attention, mais quand je regardais, je ne vis que les visages familiers de notre avocate de famille et de son assistante. L'humiliation s'abattit sur moi comme un poids familier tandis que Nicolas se délectait de son moment de triomphe. Ce n'était pas la première fois que j'étais relégué au second plan pendant qu'il s'attribuait le mérite et la reconnaissance, mais celle-ci semblait la plus définitive. 47 millions d'euros et le contrôle d'une entreprise que je connaissais mieux que quiconque était remis à quelqu'un dont le plus grand accomplissement professionnel était de ne pas avoir complètement détruit les départements que j'avais bâtis. Je veux remercier mon père de croire en moi, dit Nicolas, sa voix empreinte de cette sincérité calculée qu'il avait perfectionnée au fil des ans, et bien sûr ma sœur, Juliette, pour tout son soutien. Je sais que je peux compter sur elle pour m'aider à mettre en œuvre ma vision. Les mots piquaient car il réduisait 8 années de ma carrière à un rôle de soutien dans son histoire. J'avais toujours su que ce jour viendrait, mais savoir et vivre étaient 2 choses entièrement différentes. Autour de la table, je voyais les visages de personnes avec qui j'avais travaillé, des gens qui savaient exactement à quel point je contribuais au succès de l'entreprise. Et pourtant, aucun d'entre eux ne prendrait la parole. La politique d'entreprise était plus puissante que la vérité. Juliette a toujours été la personne des détails, poursuivit papa, son ton suggérant que c'était en quelque sorte un compliment. Elle veillera à ce que tout se passe bien pendant que Nicolas se concentre sur la vue d'ensemble. Je voulais lui rappeler le dossier Garnier, où mon attention aux détails avait identifié une faille contractuelle qui nous avait fait économiser 3 millions d'euros, ou la restructuration de notre bureau de Lyon que j'avais conçu, qui avait augmenté la productivité de 30% tout en réduisant les frais généraux. Mais contester le récit de papa ne ferait que prouver son argument selon lequel je n'avais pas l'étoffe d'une dirigeante. À la place, je souris et hochai la tête, jouant le rôle qui m'avait été assigné depuis l'enfance. Je suis ravi de soutenir la vision de Nicolas, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. L'entreprise représente tout pour notre famille. Nicolas se pencha et me serra l'épaule dans ce qui se voulait probablement un geste fraternel, mais qui ressemblait plus à un rappel de sa domination. C'est ce que j'aime chez Juliette, dit-il. Elle a toujours eu l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Comme si je n'avais pas porté l'équipe pendant des années pendant qu'il en récoltait les lauriers. Comme si mes idées et mes innovations n'étaient que de l'esprit d'équipe, plutôt que du leadership. Ce rejet désinvolte était presque pire que le refus catégorique de mes capacités par papa. Bien, je pense que cela conclut nos affaires pour aujourd'hui, annonça papa en se levant pour signaler la fin de la réunion. Nicolas, nous devrions discuter du calendrier de transition. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs papiers et à se préparer à partir, j'aperçus de nouveau un mouvement dans le coin du fond. Notre avocate de famille, Victoria Lambert, se tenait près de la porte avec ce qui ressemblait à un document officiel entre les mains. Son expression était sérieuse, almost sinistre, et elle semblait attendre quelque chose. Le sentiment d'effroi dans mon estomac s'intensifia, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Le pire était déjà arrivé, n'est-ce pas? Au moment même où papa et Nicolas commençaient à discuter des plans de transition, Victoria Lambert s'éclaircit bruyamment la gorge depuis le fond de la pièce. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix empreinte de l'autorité que lui conférait 30 ans de pratique juridique. Avant de conclure, il y a quelque chose d'important qui doit être abordé. La pièce devint silencieuse. Victoria était l'avocate de notre famille depuis avant ma naissance, s'occupant de tout, des contrats d'entreprise à la planification successorale. Elle n'était pas du genre à interrompre des réunions à la légère, et le document officiel qu'elle tenait en main suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une question administrative mineure. « Victoria, de quoi s'agit-il » demanda papa,
sont-on passant de la célébration à l'inquiétude? Est-ce que ça peut attendre? Nous sommes au milieu d'eux. Je crains que cela ne puisse attendre, Richard, l'interrompit Victoria, chose qu'elle n'avait jamais faite de toutes les années où je l'avais connue. Ceci concerne directement l'annonce d'héritage que vous venez de faire. Le sourire confiant de Nicolas commença à vaciller. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il, sa voix plus aiguë que d'habitude. Tout est réglé. Le testament de grand-mère a été lu il y a 6 mois. Victoria s'avança vers l'avant de la pièce, ses talons claquant sur le sol poli avec une précision délibérée. Tous les membres du conseil la regardaient maintenant, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer, sans pouvoir comprendre pourquoi. C'est exact, Nicolas. Le testament original de votre grand-mère a été lu il y a 6 mois, dit Victoria en posant le document sur la table de conférence. Cependant, ce qui a été lu n'était pas son testament définitif. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une bombe sur le point d'exploser. Le visage de papa avait pâli, et Nicolas regardait Victoria comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Autour de la table, les membres du conseil échangeaient des regards confus, clairement aussi déconcertés que moi. Je ne comprends pas, dit lentement papa. Le testament de mère a été finalisé il y a des années. Elle avait clairement exprimé ses intentions. Votre mère a apporté un amendement à son testament 3 semaines avant sa mort, annonça Victoria, sa voix calme et professionnelle. Elle est venue à mon bureau le 15 janvier et a signé un codicile qui a considérablement modifié la structure de l'héritage. Je sentis la pièce tourner autour de moi. Le 15 janvier, c'était 2 jours après la visite de grand-mère Éléonore au bureau pour examiner nos rapports trimestriels. Elle avait passé des heures à éplucher nos états financiers, posant des questions détaillées sur les performances de chaque département. J'avais supposé que c'était juste son approche habituelle et minutieuse pour comprendre l'entreprise. C'est impossible, dit Nicolas, sa voix se brisant légèrement. Elle nous l'aurait dit. Elle l'aurait dit à papa. Victoria ouvrit le document avec une efficacité experte. Éléonore Dubois a été très précise dans ses instructions. Elle voulait que le testament amendé reste scellé jusqu'au jour où l'héritage serait officiellement annoncé à l'entreprise. Elle pensait que cela fournirait l'évaluation la plus juste de la façon dont la famille percevait réellement les 2 héritiers potentiels. La prise de conscience me frappa comme un coup de poing. Grand-mère nous avait mis à l'épreuve. Elle avait observé comment papa nous traitait, Nicolas et moi, elle avait observé nos contributions réelles à l'entreprise, et avait pris sa décision finale en se basant sur ce dont elle avait été témoin plutôt que sur ce qu'on lui avait raconté. Que dit l'amendement? Exigea papa, bien que sa voix suggère qu'il craignait déjà la réponse. Victoria me regarda directement pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. L'amendement désigne Juliette Dubois comme la principale bénéficiaire du fonds en fiducie de 47 millions d'euros et lui accorde une participation majoritaire dans le groupe aîné. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Le visage de Nicolas était passé de pâle à cendré, et papa fixait Victoria comme si elle venait d'annoncer que la gravité avait cessé de fonctionner. Autour de la table, les membres du conseil traitaient cette information avec l'attention minutieuse de personnes qui comprenaient que tout ce qu'elles pensaient savoir venait de changer. Il doit y avoir une erreur, murmura Nicolas. Mais même lui semblait savoir que Victoria Lambert ne faisait pas d'erreur concernant les documents juridiques. Je restais figé sur ma chaise, incapable de traiter pleinement ce que je venais d'entendre. Après 32 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez intelligente, que je n'avais pas l'étoffe d'une dirigeante, que je n'étais pas le bon choix. La seule personne dont l'opinion avait bâti cette entreprise m'avait choisi, moi. Victoria continua à lire le document, sa voix tranchant le silence stupéfait. Le testament amendé de Madame Éléonore Dubois stipule, après une observation attentive des contributions de mes 2 petits-enfants au groupe aîné, j'ai conclu que Juliette possède la perspicacité en affaires, le souci du détail et la pensée stratégique nécessaires pour diriger l'entreprise vers l'avenir. La bouche de Nicolas s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. L'enfant chéri, à qui on n'avait jamais rien refusé de sa vie, entendait pour la première fois que quelqu'un l'avait trouvé insuffisant. Papa, quant à lui, s'était affaissé sur sa chaise comme si le poids de cette révélation l'écrasait physiquement. Continuez à lire, m'entendis-je dire, ma voix me semblant étrangère. Victoria hocha la tête d'un air approbateur. Bien que Nicolas fasse preuve d'enthousiasme et de charisme, ses prises de décision ont révélé une série d'erreurs coûteuses qui pourraient compromettre l'avenir de l'entreprise. La crise du contrat du groupe Martin,
L'échec de la stratégie d'expansion à Marseille et la quasi-faillite de notre bureau de Lyon sous sa supervision m'ont convaincu que le leadership exige plus que de la personnalité et de bonnes intentions. Chaque point énuméré par Victoria était un échec soigneusement documenté que j'avais discrètement réparé. Grand-mère avait observé de plus près que nous ne l'avions tous réalisé, et elle avait tenu les comptes. Le contrat Martin que Nicolas avait failli perdre à cause de promesses impossibles, je l'avais sauvé en renégociant les termes et en travaillant 3 week-ends consécutifs. L'expansion de Marseille qui avait perdu de l'argent pendant 8 mois, j'avais développé le plan de restructuration qui l'avait rendu rentable. La crise du bureau de Lyon qui aurait pu nous détruire, j'avais identifié les problèmes et mis en œuvre des solutions pendant que Nicolas s'attribuait le mérite d'un leadership audacieux. De plus, poursuivit Victoria, lors de ma dernière visite dans les bureaux, j'ai observé que les employés se tournaient systématiquement vers Juliette pour obtenir des conseils sur des problèmes complexes, tandis que l'implication de Nicolas nécessitait généralement une correction ou une clarification ultérieure. Ce schéma suggère que le véritable leadership opérationnel de l'entreprise repose déjà sur Juliette, indépendamment des titres officiels ou des attentes familiales. Je repensais à ce jour de janvier où grand-mère avait visité les bureaux. Elle était arrivée à l'improviste, affirmant vouloir voir comment les choses fonctionnaient, réellement, plutôt que d'assister à une présentation soignée. J'avais été surprise par le nombre d'employés avec qui elle avait parlé, le nombre de questions qu'elle avait posées sur les opérations quotidiennes. Maintenant je comprenais, elle menait une évaluation. C'est insensé, explosa finalement Nicolas, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant complètement. C'est moi qui ai été préparé pour ce poste. C'est moi que papa a choisi. Vous ne pouvez pas tout changer à cause d'un document de dernière minute. Le document est juridiquement contraignant, répondit calmement Victoria. Votre grand-mère avait tout à fait le droit de modifier son testament, et elle était saine d'esprit lorsqu'elle a fait ces changements. J'ai la documentation médicale pour prouver sa compétence mentale, ainsi qu'un témoignage vidéo qu'elle a enregistré expliquant son raisonnement. Papa retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sorte comme un murmure rauque. Elle a enregistré un témoignage vidéo ? En effet. Éléonore voulait s'assurer qu'il ne puisse y avoir aucune question sur ses intentions ou son raisonnement. Elle a passé un temps considérable à documenter les décisions commerciales spécifiques et les résultats qui ont influencé son choix final. La pièce semblait basculer sur son axe. Chaque supposition sur notre famille, chaque croyance sur l'avenir, chaque plan que Nicolas et papa avaient fait s'effondrer en temps réel. Je pouvais le voir sur leur visage, la prise de conscience naissante que grand-mère Éléonore avait observée, évalué et finalement rejeté le récit qu'ils avaient construit sur l'inévitable succession de Nicolas. En conclusion, lut Victoria, je laisse le contrôle du groupe aîné à Juliette parce qu'elle a déjà démontré les qualités de leadership nécessaires au succès continu de l'entreprise. Elle a dirigé sans le titre. Maintenant, elle aura à la fois la responsabilité et l'autorité que ses contributions lui ont mérité. Le silence qui suivit les derniers mots de Victoria ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. C'était le son de tout ce que Nicolas et papa croyaient sur eux-mêmes, sur notre famille, sur l'ordre naturel des choses, s'effondrant d'un seul coup. Nicolas fut le premier à réagir, se levant si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. C'est ridicule, dit-il, sa voix montant à un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Je me prépare à ça toute ma vie. Tout le monde sait que je suis l'héritier. Vous ne pouvez pas changer ça à cause d'une manipulation de dernière minute. Nicolas, dit fermement Victoria, votre grand-mère n'a pas été manipulée. Elle a passé des mois à observer les opérations de l'entreprise avant de prendre sa décision. Ce n'était pas impulsif, c'était le résultat d'une évaluation minutieuse. Papa parla enfin, la voix vide. Quand est-ce que mère a commencé à avoir des doutes sur Nicolas? Victoria consulta ses notes. Selon mes dossiers, Éléonore a demandé pour la première fois un examen de sa planification successorale en septembre, environ un mois après la crise du groupe Martin. Elle a dit qu'elle voulait réévaluer si ses hypothèses initiales sur la succession étaient exactes. La crise du groupe Martin. C'était lorsque Nicolas avait promis à un client que nous pourrions livrer une analyse de marché complète en 2 semaines, un projet qui en prenait généralement 6. Lorsque le client avait menacé d'annuler son contrat, papa avait félicité Nicolas pour son agressivité et sa pensée non conventionnelle. Ce que papa ne savait pas, c'est que j'avais passé toutes mes nuits pendant 2 semaines à créer une analyse modifiée qui respectait les délais du client tout en maintenant nos normes de qualité. Elle n'a jamais rien dit, murmura papa. Elle n'a jamais indiqué qu'elle reconsidérait sa décision. Éléonore a spécifiquement demandé la discrétion,
expliqua Victoria. Elle voulait observer la dynamique familiale sans influencer les comportements. Elle estimait que l'annonce de ses intentions de reconsidérer compromettrait l'authenticité de son évaluation. Je repensais à tous ces dîners de famille des derniers mois, toutes les fois où grand-mère m'avait posé des questions détaillées sur le travail. Pendant que papa et Nicolas discutaient des projets futurs de Nicolas, j'avais supposé qu'elle faisait simplement la conversation, mais maintenant je réalisais qu'elle menait des entretiens d'embauche. Nicolas se mit à arpenter la pièce, les poings serrés. Il doit y avoir un moyen de contester ça. Trafic d'influence, incapacité mentale, quelque chose. Les gens ne changent pas d'avis sur un héritage après des décennies. Ils le font quand ils apprennent de nouvelles informations, répondit Victoria. Éléonore a tout documenté de manière approfondie. Elle a conservé des archives de décisions commerciales spécifiques, leurs résultats, et qui était réellement responsable à la fois des échecs et des succès. Le schéma qu'elle a identifié était très clair. Quel schéma ? Demanda papa, bien que son ton suggère qu'il commençait à comprendre. Victoria me regarda directement avant de répondre. Tandis que Nicolas recevait le crédit du leadership, Juliette était constamment celle qui résolvait les problèmes, prévenait les catastrophes et assurait le succès réel de l'entreprise. Éléonore a conclu qu'un leadership efficace était déjà en place. Il n'était simplement pas reconnu ni récompensé. La vérité de ces mots frappa la pièce comme une force physique. Chaque membre du conseil présent avait été témoin de cette dynamique. Ils avaient vu Nicolas faire des annonces audacieuses et m'avaient regardé gérer discrètement la mise en œuvre. Ils avaient assisté à des réunions où la vision de Nicolas était louée et m'avaient observé travailler tard dans la nuit pour que ces visions se réalisent. De plus, continua Victoria, Éléonore était particulièrement préoccupée par les projections financières de Nicolas pour l'expansion future. Elle a fait examiner ses propositions de manière indépendante par votre directeur financier et les a trouvées, selon ses propres termes, dangereusement optimistes et insuffisamment documentées. Je me souvenais de ces propositions. Nicolas voulait s'étendre sur 4 nouveaux marchés simultanément, doubler nos effectifs en 18 mois et investir dans des systèmes technologiques qui coûteraient plus que notre bénéfice annuel. Quand j'avais discrètement mentionné mes inquiétudes à papa, il les avait rejetées comme une réflexion excessive typique de Juliette. Mes grands-mères avaient écouté. Victoria sortit un autre document de sa mallette. Il y a encore une chose, annonça-t-elle. Éléonore a également laissé des instructions spécifiques pour la transition du pouvoir. Nicolas cessa d'arpenter la pièce et la fixa. Quel genre d'instructions ? Elle était consciente que cette révélation serait un choc pour la famille. Elle voulait s'assurer que la transition serait douce et professionnelle, avec un minimum de perturbations pour les opérations commerciales. Victoria ouvrit le second document. Avec effet immédiat, Juliette assume le rôle de présidente directrice générale du groupe Aîné. Nicolas conservera son poste actuel de directeur du développement commercial, sous la supervision directe de Juliette. La salle explosa. Le visage de Nicolas devint rouge alors qu'il réalisait qu'il travaillerait désormais pour la sœur qu'il avait toujours considérée comme sa subordonnée. Papa semblait avoir du mal à respirer, sa vision du monde soigneusement construite s'effondrant sous ses yeux. « C'est insensé !» cria Nicolas. « Je ne travaillerai pas pour elle. Je ne rendrai pas de compte à quelqu'un qui a été mon assistante. » « Je n'ai jamais été ton assistante, » dis-je doucement, prenant la parole pour la première fois depuis que Victoria avait commencé sa lecture. Je réparais tes erreurs. La simple vérité de cette déclaration le fit taire plus efficacement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Autour de la table, les membres du conseil hochaient légèrement la tête, reconnaissant enfin ce qu'ils avaient tous su, mais jamais dit à voix haute. Victoria continua sa lecture. Éléonore a également mis en place un système d'évaluation des performances. Le maintien en poste de Nicolas et toute participation future aux bénéfices dépendront d'une amélioration démontrée de ses prises de décision et de ses compétences collaboratives, évaluées par Juliette et le conseil d'administration. Des compétences collaboratives. La voix de Nicolas se brisa. C'est ma sœur, pas ma patronne. En fait, dis-je, me levant pour la première fois depuis le début de cette réunion, je suis les deux. Et ton premier défi collaboratif sera d'expliquer au groupe Martin pourquoi le délai de livraison que tu avais promis a failli nous coûter leur contrat. Papa retrouva enfin sa voix. Juliette, tu n'as sûrement pas l'intention de vraiment tenir mon frère pour responsable de ses décisions, l'interrompis-je. Si, papa, absolument. À commencer par un examen complet de chaque projet qu'il a géré au cours des 2 dernières années.
La dévastation sur le visage de Nicolas était presque satisfaisante. Pour la première fois de sa vie, il subissait les conséquences de ses actes au lieu de les voir discrètement réparés par quelqu'un d'autre. Papa semblait tout aussi stupéfait, confronté enfin à la réalité que son évaluation de nos capacités avait été non seulement fausse, mais dangereusement erronée. Le Conseil aura besoin de temps pour traiter cette information, dit Marguerite Chevalier, notre plus ancienne membre du Conseil. Mais je pense qu'il est important de noter que cette transition officialise en fait ce que beaucoup d'entre nous observent depuis des années. D'autres membres du Conseil commencèrent à hocher la tête en signe d'accord. Juliette est la colonne vertébrale opérationnelle de cette entreprise, ajouta Jacques Durand, notre directeur financier. Cette décision reconnaît une réalité existante plutôt que d'en créer une nouvelle. Nicolas regarda désespérément autour de la pièce, cherchant un soutien qui, de toute évidence, ne viendrait pas. Vous allez tous accepter ça? Vous allez la laisser détruire tout ce que nous avons construit? Ce que nous avons construit, demandai-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mon corps. Nicolas, nomme un seul projet réussi que tu as mené à bien sans ma participation. Le silence s'étira inconfortablement tandis que Nicolas luttait pour répondre. Finalement, il se tourna vers papa avec des yeux suppliants. Tu vas la laisser me parler comme ça? Papa paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu, le poids de son erreur de jugement l'accablant manifestement. Je pense, dit-il lentement, que ta grand-mère savait des choses sur cette entreprise que j'ai manquées. Victoria commença à rassembler ses documents. La transition sera effective immédiatement. Éléonore a également demandé que je rappelle à tout le monde que le groupe Aîné a toujours réussi grâce à une planification minutieuse et une attention aux détails, pas seulement grâce à la vision et au charisme. Grand-mère Éléonore avait eu le dernier mot, après tout, même d'outre-tombe. Elle avait observé, évalué et choisi la compétence plutôt que le favoritisme. La fille qui était censée soutenir, et non diriger, était maintenant aux commandes de tout. Le règne de l'enfant chéri avait pris fin avant même d'avoir vraiment commencé, et tout le monde dans la pièce le savait. Dans les mois qui suivirent la révélation de l'héritage, la réputation de Nicolas s'effondra, tant au sein de l'entreprise que dans le monde des affaires. La nouvelle se répandit rapidement que l'héritier présomptif avait été écarté au profit de sa sœur soi-disant, de soutien, amenant clients et concurrents à remettre en question chaque décision qu'il avait jamais prise. Ces tentatives de trouver des postes de direction ailleurs furent systématiquement contrecarrées lorsque les vérifications de référence révélèrent les véritables circonstances de la perte de son héritage et la série d'erreurs coûteuses qui avaient convaincu sa propre grand-mère de choisir sa sœur à sa place. Richard fit face à sa propre humiliation professionnelle lorsque ses collègues apprirent que son évaluation des capacités de ses enfants avait été si fondamentalement erronée que sa propre mère s'était sentie obligée d'intervenir d'outre-tombe, le laissant affronter des décennies de favoritisme qui avaient failli endommager irrémédiablement l'entreprise familiale. En examinant nos derniers rapports trimestriels, qui affichaient des bénéfices records sous ma direction, je réfléchis à la façon dont l'observation silencieuse de grand-mère Éléonore avait validé des années de travail non reconnues et prouvé que le véritable leadership vient souvent de ceux qui sont occupés à résoudre des problèmes plutôt qu'à s'en attribuer le mérite. La vengeance que j'avais obtenue sans le savoir était plus douce que tout ce que j'aurais pu imaginer. La justification ultime que la compétence et le dévouement comptent plus que le favoritisme et les droits d'héritage présumés.